Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de révélations autour d'un exchange qui aurait sa propre équipe de trading et qui potentiellement traderait contre les utilisateurs de la plateforme. On va aussi parler Ethereum avec une innovation. Vous vous rappelez d'Ordinal sur Bitcoin? Et ben il y a l'équivalent qui vient de sortir sur Ethereum. C'est inspiré d'Ordinal et je reviens sur ce sujet. On va aussi parler de la BNB Chain qui sort une nouvelle blockchain. C'est en testnet pour l'instant et de plein d'autres sujets différents. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, me suivre sur Twitter. Vous avez tous les liens dans la description. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On est en légère baisse aujourd'hui. Un Bitcoin à 26 400 $, moins 0,6%, un Ether à 1717 $, moins 1,3%. Le marché fait une baisse de 0,7% aujourd'hui. On va commencer par la BNB Chain qui vient de lancer une nouvelle blockchain, là c'est en test et ça se base sur la stack Optimism, l'OP stack, ça s'appelle OPBNB et c'est une solution de niveau 2 sur la BNB Chain. Donc en fait ils se sont inspirés concrètement de ce qui est fait sur le réseau Ethereum avec les solutions de niveau 2. Ils ont même copié là l'une des principales solutions de niveau 2 sur Ethereum et Optimism pour déployer leur propre solution de niveau 2 sur la BNB Chain. Et ils comptent lancer du coup cette blockchain pour avoir des transactions plus rapides, moins chères sur la BNB Chain, en passant bien sûr par une chaîne secondaire. Et ça devrait principalement être orienté autour du gaming, principalement. Ils disent en fait, actuellement on peut déjà réaliser de l'ordre de 2000 transactions par seconde sur la BNB Chain. Avec cette solution-là, on pourrait passer à 4000 transactions par seconde et un coût de transaction de l'ordre de 0,005 $, alors qu'actuellement on est plus à l'ordre de 0,1 $, selon Arnaud Bauer qui travaille à la BNB Chain. Donc c'est toujours intéressant de voir ce que fait BNB sur le sujet. Ils avaient annoncé ZKBNB et c'était déjà en testnet depuis un certain temps, une solution de niveau 2 basée sur la technologie Zero Knowledge, mais cette solution n'est pas EVM compatible, donc on peut pas prendre n'importe quel smart contract et la déployer sur cette blockchain. Smart contract qui existe déjà sur BNB Chain ou Ethereum ou autre. Là ça sera le cas avec OPBNB. Donc on risque d'avoir un écosystème de plein d'applications qui devraient arriver sur la BNB Chain, ou plutôt sur OPBNB s'ils arrivent à réaliser cette transaction. Après, moi je suis assez sceptique parce qu'en fait la BNB Chain, il faut qu'on se dise les choses, ils avaient copié le code Ethereum, c'est un client GET qui a été forqué pour faire leur propre blockchain. Là ils prennent encore une fois quelque chose qui a été lancé sur Ethereum, ils ajustent certains paramètres, ils changent les quantités de gaz, etc. pour que ça réponde mieux à leurs besoins, et il lance. Et maintenant, on va voir. Moi, honnêtement, je pense que ça va marcher parce que la BNB Chain a un écosystème d'applications d'utilisateurs. Il y a plein de choses qui se font. On avait vu l'époque des shitcoins, il y avait plein de choses qui se faisaient sur la BNB Chain, et je pense qu'il y a encore plein de choses qui sont. PancakeSwap, c'est un exchange majeur. Donc je pense qu'au final, ils répondent à leurs besoins, et tant mieux. Et c'est ce que tous les projets crypto devraient faire. Pour moi, si des projets crypto ont une communauté, eh ben, il vaut mieux utiliser entre guillemets cette communauté pour lancer de nouveaux projets qui répondent aux besoins de cette communauté. On le voit avec Frax. Frax, ils ont lancé plein de projets de finances décentralisées. Je vous ai annoncé aussi qu'ils lançaient leur propre solution de niveau 2. On le voit avec Shiba Inu. Et ça a commencé comme un simple meme coin. Ensuite, ils lancent leur solution de niveau 2. Ils lancent leur métaverse, etc. C'est toujours un peu la même chose en fait. On a un projet qui marche. Ensuite, on lance plusieurs autres projets pour attirer davantage d'utilisateurs et surtout faire que les utilisateurs du projet peuvent utiliser plus de choses. On va parler maintenant de Crypto.com. Crypto.com, c'est un exchange majeur, un exchange très connu. On a cet article du Financial Times qui révèle en fait que Crypto.com possède une équipe de trading qui trade sur la plateforme contre les utilisateurs, on va dire, mais disons que eux, comment ils présentent les choses, c'est juste du market making. Le market making, c'est quelque chose de très courant sur les exchanges où il y a des fournisseurs de liquidités qui viennent apporter de la liquidité quand vous voulez réaliser un trade. Vous n'avez pas à attendre que quelqu'un d'autre soit disponible et qui veuille faire exactement le même trade, enfin prendre le contre-trade de vous. Vous passez via des market making, c'est transparent, vous voyez jamais ça, vous savez même pas avec qui vous avez tradé, mais c'est indispensable pour avoir une liquidité suffisante sur les exchanges centralisés. Il y en a même certains qui le font sur les exchanges décentralisés. Mais là, en fait, ce qui pose problème, et là, on pourrait avoir des conflits d'intérêts, c'est que l'équipe de market making serait une équipe interne à Crypto.com. Et certains disent, c'est pas normal, peut-être qu'ils ont des privilèges, peut-être qu'ils peuvent faire certaines choses que les autres market makers ne peuvent pas faire, peut-être qu'ils peuvent voir certains trades, je sais pas, des stratégies ou l'historique, enfin, on peut imaginer plein de choses, et ce qui pourrait créer, en fait,
un avantage pour l'équipe de trading de Crypto.com contre les propres utilisateurs. Crypto.com se défend en disant que l'équipe de market making interne a les mêmes droits que les autres équipes de market making externes de Crypto.com, mais à chaque fois qu'on voit ça, ça pose un peu problème. En tout cas, ça n'a pas une bonne image. On l'avait vu à l'époque avec FTX et Alameda. Alameda qui qui faisait du market making sur FTX. On l'a vu dernièrement avec Binance qui avait deux market makers qui n'appartenaient pas à Binance mais qui appartenaient à CZ. Donc il y avait toujours des choses comme ça pas très nettes et qui inspirent pas vraiment confiance. Mais bon, le ID c'est pas quelque chose de controversé, on a le droit de le faire, ils ont les mêmes droits que n'importe qui, du coup, c'est pas un sujet. À vous de vous faire votre opinion sur ce point. On va parler maintenant rapidement d'Ethereum. Les développeurs sont en train de discuter une augmentation de la limite maximum des Ethers stakés sur un seul nœud. Pour ceux qui ne savent pas actuellement, quand on a des Ethers et qu'on veut staker soi-même ces Ethers, on peut le faire uniquement avec 32 Ethers, et si on veut staker davantage, il faut attendre d'avoir encore 32 Ethers, etc. Et là en fait, ils veulent passer à 2048 Ethers, pour réduire la quantité de validateurs sur Ethereum qui atteint 600 000 personnes, mais c'est 600 000 validateurs, mais c'est quelque chose d'artificiel parce que les exchanges centralisés comme Coinbase, Binance ou autres qui veulent staker des exchanges, ils sont obligés de lancer autant de nœuds qu'ils ont de dépôts, alors que théoriquement ils auraient pu en lancer beaucoup moins. Et le fait de lancer beaucoup de nœuds, ça crée aussi pas mal de bruit sur le réseau, ça complexifie certaines choses sur le réseau, ça crée certaines difficultés que si il y avait moins de nœuds, ça serait plus intéressant. On peut imaginer par exemple s'il y avait plus de nœuds à 2048, peut-être qu'on pourrait même lancer certains nœuds en dessous de 32 Ethers. On peut imaginer plein de choses. C'est encore en train de discuter, c'est pas validé, et on n'est pas en train d'augmenter les 32 Ethers minimum pour staker. On pourra toujours staker avec les 32 Ethers, et pour ceux qui veulent même pas staker avec 32 Ethers, il y a toujours les liquid staking tokens comme STETH, comme Rocket Pool, où vous pouvez déjà staker à partir de rien du tout, de $10, enfin juste les frais de gaz quoi à prendre en compte pour que ça soit rentable. On a l'AMF qui vient de publier un document autour de autour de ce qu'elle pense de la finance décentralisée. On n'est pas en train de parler de régulation de l'AMF sur la finance centralisée, mais il propose un certain nombre de choses. Il propose déjà d'en discuter, d'avoir des retours sur le sujet, et tout ça c'est un peu du lobbying en vue de la régulation qui arrive au sein de l'Union européenne sur la finance décentralisée. Donc ils sont en train d'émettre des choses, de discuter. Tant mieux, honnêtement, que s'intéresse à ça. J'aurais aimé, moi, que les exchanges décentralisés qui sont complètement décentralisés sortent de ça. Après, ma crainte, en fait, c'est que ça met en place des contraintes qui sont pas implicables, des exigences qui sont pas vraiment applicables et qui complexifient juste les choses pour tout le monde. Donc bon, on va attendre de voir concrètement les choses, les règles qui sont proposées. Pour l'instant, on les a pas. Je voulais vous parler maintenant de quelque chose de complètement incroyable. Je trouve ça complètement incroyable. Je voulais vous parler de Headscriptions. Vous vous souvenez sans doute de Ordinals. Vous avez fait une vidéo dès que Ordinals a été lancé sur le réseau Bitcoin. Et là, en fait, disons qu'il y a Middlemarch, qui est un cofondateur de Genius. Vous vous souvenez peut-être de Rap Genius, une startup qui existe toujours, où on pouvait annoter des paroles de chansons et voir des commentaires, etc. C'est très sympa. Je le connaissais moi depuis l'époque. Il donné plein d'interviews, il était assez drôle. Et là, il a lancé ce protocole Headscription, ce projet plutôt, je sais pas comment on peut l'appeler, parce que c'est pas vraiment un smart contract, c'est vraiment comme Ordinal, c'est une solution pour stocker de la donnée sur le réseau Ethereum, pour créer des NFT sur le réseau Ethereum, de manière très simple, sans passer, comme c'est le cas actuellement pour créer un NFT, passer par un smart contract. Quand vous voulez déployer un NFT sur les réseaux Ethereum, actuellement vous devez déployer un smart contract ou utiliser un smart contract qui a déjà été déployé, et ensuite minter votre NFT. Donc vous avez des coûts de gaz significatifs pour réaliser tout ça. Déployer un smart contract, c'est pas neutre en termes de frais de gaz. Et le mint aussi. Mais en fait, ça simplifie les choses où vous n'avez plus besoin de smart contract, où juste vous réalisez une transaction et il y a une convention qui est mis en place et qui est utilisé par l'outil qui permet de lire les inscriptions sur la blockchain, qui vous permet de voir ces NFT et d'interpréter ces NFT. Et en fait, c'est très simple d'envoyer des NFT, enfin là ils appellent ça des inscriptions, comme sur Ordinal ça s'appelle des inscriptions. C'est très simple de le faire, vous avez tout qui est indiqué sur inscriptions.com. Si ça vous intéresse, et si j'ai le temps, peut-être que je ferai une vidéo détaillée sur Headscriptions, comment créer des NFT, etc. Mais vous pouvez voir ici que ça ressemble beaucoup à ce qui est fait sur Ordinals. On est en train de voir des tokens qui sont en train d'être créés. Regardez un peu comme les tokens BRC20. On voit pas mal d'ailleurs de data, de choses. C'est pas très clair là ce qui est en train de se faire.
je m'attendais à plus d'images, plus de NFT, etc. On voit d'autres choses. Il y a eu la collection CryptoPunks qui a été recréée sur Headscriptions. Les ethereumpunks.net, voilà, ça a été mint hyper rapidement. Et voilà, et on va avoir plusieurs outils qui vont sortir. Actuellement, on est au tout début, donc c'est toujours assez compliqué de vendre, d'acheter, même s'il y a eu une sorte d'intégration qui a été réalisée sur OpenSea en passant par les Emblem Votes pour vendre ces NFT, mais on en est toujours au tout début et il y a déjà beaucoup de demandes. On parle de dizaines de milliers d'inscriptions qui ont été mintées extrêmement rapidement, donc je pense qu'il y a de la demande. Et pour ceux qui disent mais à quoi ça sert, on sait déjà faire les NFT sur Ethereum, et ben là c'est plus simple. Ça va coûter moins cher, surtout que ça utilise le stockage Cold Data, qui est le stockage utilisé par les solutions de niveau 2, et il y a des propositions pour le réseau Ethereum pour le rendre vraiment moins cher, beaucoup moins cher que le stockage normal. Donc ça permet d'avoir des NFT pour pas très cher et surtout de manière assez simple. Vous n'avez pas besoin de créer tout un smart contract. Si vous voulez minter un seul truc, une seule image, un seul texte, vous pouvez le faire simplement via voilà, en envoyant une transaction. Donc c'est vraiment la solution la plus simple pour ceux qui veulent minter des NFT en petite quantité, ou si on a un NFT à minter, 2 NFT, 5 NFT, pas besoin de passer par tout un smart contract. Et on va voir en fait, est-ce qu'il va y avoir de la demande, est-ce que les gens vont utiliser tout ça. Et on le verra petit à petit, et je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce projet qui m'a l'air vraiment très très intéressant d'un point de vue technologique, quoi. Ils ont pris Ordinals, ils l'ont adapté, ils n'ont pas copié complètement, ils ont pris la philosophie et ils ont adapté sur le réseau Ethereum. Et pour finir, je voulais vous parler de Frax. Frax, j'en ai parlé en début de vidéo, mais là il y a une proposition pour augmenter en fait les buybacks, c'est-à-dire les rachats de tokens Frax par le protocole des tokens FXS. Si ça passe en dessous d'un certain seuil, le protocole en rachèterait une certaine somme, et si ça passe en dessous encore d'un certain seuil, on en rachèterait encore plus pour essayer de maintenir le prix assez élevé de Frax. Et pourquoi on parle pas mal de Frax en ce moment? Je vous l'ai dit au début de vidéo, ils sont en train de lancer leur solution de niveau 2. Et certains disent que Frax, en termes de solution de niveau 2, s'ils se lancent et que c'est adopté vraiment, ils sont vraiment actuellement sous-valorisés par rapport aux autres solutions de niveau 2 qui existent, comme Optimism, Arbitrum, etc. Donc c'est toute une stratégie qu'a l'équipe Frax de se dire là c'est sous-évalué, donc on va essayer d'en racheter le plus possible si ça passe en dessous d'un certain seuil, parce que pour le futur ça sera mieux et c'est le meilleur moyen d'utiliser le capital qu'on a. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur tout l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.